Optimisme prudent côté ukrainien, avancée sérieuse pour la Russie. Les commentaires sont plutôt positifs après le sommet de Paris, cette rencontre à 4, Allemands, Français, Russes, Ukrainiens, pour donner une suite au processus de paix enclenché lors des précédentes discussions à Minsk en février dernier. Alors, au lendemain du sommet, ce matin, les séparatistes de l'Est affirment avoir entamé le retrait des chars de la ligne de front. En ligne avec nous, Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut d'histoire sociale à Nanterre. Alors, impossible encore de confirmer de façon indépendante ce retrait des pro-russes. Mais déjà, l'annonce de ce retrait éventuel, c'est un premier signe d'approbation de ce qui s'est passé hier à Paris. Le retrait est amorcé depuis bien longtemps. On a retiré de part et d'autre, du côté ukrainien comme du côté rebelle, des armements lourds. Là, il s'agit des armes inférieures, d'un calibre inférieur à 100 mm. Donc, il n'y a aucune raison de penser que ce qui a été possible avec les armes de plus gros calibre ne le sera pas avec celle-là. Donc, on a des raisons d'être optimiste, en tout cas pour le moment. Mais il y a quand même l'annonce de la part des séparatistes sur un point précis, les blindés ce matin qui auraient reculé. Oui. Cet accord sur les armements de calibre inférieur était déjà contenu dans des discussions récentes. Et il y a eu un autre point important qui a été énoncé hier. Là, il s'agit des échéances électorales. Oui, absolument. Je crois que c'est l'élément le plus important parce que sur le cessez-le-feu, sur les armements, les choses étaient sur les rails. Il n'y avait plus réellement de problème majeur depuis le 1er septembre. Le cessez-le-feu tient et les retraits d'armement s'effectuent correctement. Il y a bien entendu des coups de feu ou des combats très sporadiques et très limités, mais il est impossible dans des conditions comme cela, quel que soit l'endroit, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, de passer pratiquement d'une guerre à une paix totale. Donc les choses de ce point de vue-là vont correctement. En revanche, il y avait un problème majeur, c'était l'organisation des élections. Il se trouve que les deux partis sont d'accord pour qu'il y ait des élections. Simplement, normalement, d'après les accords de Minsk, ça devait être concerté. Il devait y avoir une concertation entre les rebelles et le gouvernement ukrainien pour organiser dans les meilleures conditions possibles ces élections dans les zones contrôlées par les rebelles. La concertation n'a pas eu lieu et donc les rebelles ont décidé de faire leurs élections à la date qui leur convenait. Le 18 octobre pour Donetsk, le 1er novembre pour Lugansk. Est-ce qu'on sait justement si ces scrutins vont avoir lieu à ces dates ? Vraisemblablement, ils ne vont pas avoir lieu parce que là, ce qui a été négocié hier, c'est de mettre les choses à plat et de négocier une nouvelle loi électorale. Avec d'autres échéances un petit peu plus tard. Avec d'autres échéances. Et normalement, on a, les négociateurs hier se sont donné 90 jours pour que cette nouvelle loi soit votée. Donc par conséquent, il semble difficile qu'il y ait des élections aussi bien en Ukraine que dans les régions litigieuses du Donbass avant 3 mois. L'autre élément clé, ce sera le vote des amendements à la Constitution pour donner davantage d'autonomie aux régions rebelles. Absolument, mais ça c'était également dans les accords de Minsk. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de problèmes au Parlement de Kiev parce qu'une grande partie des députés n'est pas d'accord avec l'octroi d'une autonomie qui avait pourtant été négociée à Minsk. Donc ils n'étaient pas d'accord avec l'octroi de cette autonomie aux régions du Donbass. Et la bataille politique a fait qu'il était très difficile d'avancer sur ce terrain. Là, il semble que les choses soient enfin beaucoup plus claires, que le gouvernement de Kiev se soit réellement engagé à tenir
cette partie de ses engagements. Et là également, on a tout lieu d'être optimiste, mais il y a toujours le risque, à un moment ou à un autre, d'un dérapage, d'un côté comme de l'autre. Alors, pas de déclaration hier de Vladimir Poutine lorsqu'il a quitté Paris. Un président russe très présent sur la scène diplomatique ces derniers jours, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou bien sûr de la Syrie, depuis que l'aviation russe est entrée en action sur le terrain. Est-ce que justement c'est un changement de la posture de Vladimir Poutine sur la scène internationale ? Je crois qu'il n'y a pas véritablement de changement sur le fond. Il y a simplement une opportunité qui s'est présentée et d'une manière très importante et très intéressante pour la Russie, c'est l'Assemblée générale des Nations unies. C'est en prévision de cette Assemblée générale des Nations unies que Vladimir Poutine a lancé l'idée d'une grande coalition contre l'État islamique. Les Occidentaux ont été obligés de subir cela simplement parce qu'ils n'ont pas une politique concertée à l'égard de la Syrie en tant que telle. La Syrie, c'est un État légal avec un gouvernement qui est représenté aux Nations Unies et qui entretient de très bonnes relations avec la Russie. La France est dans une position qui est très hostile au gouvernement syrien de Bachar el-Assad, mais d'une certaine manière, on se rend compte que sur le terrain, il est pratiquement impossible de faire sans l'aide, c'est-à-dire de battre l'État islamique sans l'aide militaire de l'armée légale syrienne, de Bachar el-Assad justement. Donc il y a un imbroglio tel qu'il est vraiment très difficile aujourd'hui pour les Occidentaux d'adopter une position qui soit raisonnable et logique. Et d'agir sans la Russie qui se retrouve donc directement impliquée. Merci beaucoup Pierre Laurin. On peut citer cet ouvrage que vous avez signé aux éditions Barthia, Moscou et la naissance d'une nation.